exemple concerne donc le management et plus particulièrement comment au sein de son entreprise intégrer de nouvelles pratiques managériales, de nouveaux dispositifs qui permettent donc de plus fidéliser ses salariés. Voilà, donc aujourd'hui on sait que c'est très compliqué déjà pour l'entreprise de recruter, parce que c'est quelque chose qui a été identifié un petit peu par tout le monde. Donc il y a des choses aussi à mettre en œuvre sur ce volet-là. Mais au-delà de ça, je vais laisser la parole donc à Agnès pour qu'elle nous pose un petit peu le cadre de quels sont les nouveaux enjeux managériaux en fait face au changement de comportement des salariés notamment, ce qu'on vient de très brièvement évoquer. Donc je laisse la parole à Agnès. Merci Delphine. Bien pour situer le contexte, donc nous vivons actuellement tous une période de profonde mutation, doublée d'incertitude. Et ça se voit bien sûr dans le monde du travail. Donc, vous avez certainement observé des changements de comportement auprès des salariés qui sont le fait de ce nouveau contexte, mais également de nouvelles attentes et de nouvelles aspirations. Donc, chez ADOC, l'agence de développement économique de la région Occitanie, nous rencontrons chaque jour des chefs d'entreprise qui nous font part de leur désarroi vis-à-vis de ces transitions sociétales qui est en cours et qu'on sent qui va être d'ampleur et qui n'avait pas du tout anticipé. Alors, il y a de nouvelles problématiques qui sont apparues, comme celle de nombreuses difficultés à recruter, qui étaient jusqu'à présent réservées à certains secteurs spécifiques comme l'informatique par exemple, et qui dorénavant sont que l'on retrouve dans tous les secteurs. Difficulté à recruter, c'est partout. Ce n'est pas forcément dû à une pénurie de compétences, mais peut-être à d'autres facteurs qui peuvent être, on verra, l'organisation d'entreprise, le management et la perte de sens au travail. Donc, de grandes difficultés à recruter, je sais. Il y a également des problématiques qui sont le manque de réactivité et d'efficacité. Parce que ces problématiques sont de nature à impacter la pérennité de l'entreprise et sa compétitivité. Donc, il y a également des difficultés de coopération entre les générations. Et puis, un manque d'engagement et de motivation des collaborateurs qui est souvent dû à une perte de sens vis-à-vis de leur travail. Donc, toutes ces problématiques ont engendré de nouveaux enjeux. Des enjeux qui sont majeurs pour l'entreprise, comme celui déjà donc, de disposer d'une marque employeur forte pour pouvoir attirer et fidéliser des talents. Ce n'est pas uniquement la notoriété de l'entreprise, mais elle peut être due à plusieurs facteurs. Et ça peut être effectivement l'organisation, la notoriété, la cooptation, etc. par d'autres collaborateurs. Revoir ce modèle organisationnel et digitalisé pour gagner en agilité et en efficacité. Et puis innover pour rester compétitif vis-à-vis dans un contexte qui est mondialisé. Donc, tous ces enjeux, ces nouveaux enjeux, c'est à cela que répond l'innovation managériale. Merci à Agnès d'avoir proposé le contexte. Donc du coup, si on va un petit peu plus dans la précision pour les dirigeants, quelle est l'approche à mettre en œuvre pour initier l'innovation en managériale au sein de son entreprise? Alors peut-être on va passer la parole à... pardon, le petit schéma. Ah, mais je vais couper. Je m'excuse. Voilà. Non, il arrive. Excusez-moi, je ne savais pas que le petit schéma arrivait tout de suite après. Je savais pas que c'était Emmanuel d'abord. Donc, déjà, à mon sens, pour initier une démarche d'innovation managériale, le point de départ, c'est le dirigeant. C'est l'engagement du dirigeant et sa volonté d'impulser
des changements avec plaisir et non pas comme une contrainte ou une souffrance. On va être maintenant dans un monde assez mouvant, avec des changements constants. Et ce n'est pas du tout dans la culture des collaborateurs de travailler comme ça, de façon agile, de changer constamment, éventuellement d'objectifs, de rectifier, de recadrer. On n'est pas habitué à ça. Donc là sont des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de fonctionner qu'il va falloir acquérir pour ceux qui ne l'ont pas, pour ceux qui l'ont. Ça peut être une façon donc d'être moteur vis-à-vis des autres collaborateurs. Donc l'approche que nous avons, c'est une approche systémique du management dans laquelle parce qu'on pense que tout est lié, tout ce qui touche à l'humain dans l'entreprise. On étudie tout cela, donc la stratégie, le modèle organisationnel, les pratiques managériales, le recrutement, tout est lié. On ne peut pas travailler sur un de ces domaines sans étudier les autres. C'est-à-dire que ce serait déséquilibré. L'aptitude au changement, donc le recrutement et le développement des compétences. Donc c'est systémique, une approche systémique. Et donc le travail que nous faisons avec les entreprises, c'est étudier au sein de l'entreprise comment fonctionne tout cela et quelles sont les interactions entre ces différents domaines. Voilà, ça c'est l'approche adoptée. Merci. Et donc, du coup, merci donc, Agnès pour cette approche ad hoc. Et on va évoluer avec les collaborateurs une autre approche, une approche en tout cas similaire sur la même thématique, mais que va nous présenter donc Emmanuel, cabinet stratégique et mobilier. Oui, du coup, Agnès l'a rappelé, c'est le dirigeant qui va initier l'innovation managériale dans son entreprise et de fait, on a une approche stratégique de cette dimension managériale. Donc, l'innovation managériale, ce n'est ni une méthode, ni une tendance, ni un nouvel outil qui va s'intégrer dans l'entreprise. Bien au contraire, c'est l'innovation managériale, elle va s'inscrire dans un tout qui a du sens. Voilà, donc déjà, c'est à l'initiative du dirigeant qui va aligner son management avec sa stratégie, qui sera définie dans le diagnostic, et l'ADN de son entreprise. C'est ce qui va amorcer cette stratégie, la transformation en profondeur de l'animation des collaborateurs. Voilà. Donc, ce qu'on propose dans l'innovation managériale, finalement, c'est de réinventer son management en mobilisant l'ensemble des équipes en mode collaboratif, en intelligence collective. Donc, le management va devenir beaucoup plus transversal, en mode collaboratif. Donc, c'est cette transformation qui est l'innovation managériale. Et pour le dirigeant, c'est finalement faire en sorte de créer un cadre, un terrain favorable pour que chaque collaborateur exprime sa valeur ajoutée. Voilà. On est dans l'alignement et l'harmonisation du travail. Et donc, dans les accompagnements qu'on fait ad hoc, qu'on fait chez Volvia, c'est d'accompagner le dirigeant à prendre du recul, à reconnaître et discerner la réalité de son entreprise et finalement faciliter ces prises de décision, des décisions qui vont être stratégiques, des leviers qui vont être stratégiques. Et l'innovation managériale, c'est surtout un état d'esprit, c'est avoir de la confiance en soi et en ses équipes pour harmoniser le travail et créer de la synergie autour d'un projet clair. Et ce projet clair, forcément, il aura été défini dans la stratégie de l'entreprise. Merci Emmanuel. Du coup, là on va passer donc à la question suivante sur la psychologie des accompagnements à proposer aux chefs d'entreprise. Et puis donc là on va avoir la voix des banquiers qui va nous éclairer sur des dispositifs où on l'attend peut-être pas, peut-être que vous ne les connaissez pas, et donc c'est intéressant que M. Didoti nous en fasse part. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas vous dire les mots banquiers prononcés, mais on va essayer de faire en sorte d'œuvrer dans le sens de ce que j'ai entendu. Je me suis permis, mesdames, de retenir
quelques mots. Difficulté de recrutement, tous horizons, tous secteurs, contrairement à des secteurs qui avaient traditionnellement toujours leurs difficultés. Besoin et nécessité de pérenniser et de maintenir de la compétitivité dans l'entreprise. C'est sûr que si on n'a plus de salariés, ça va être un peu dur. Besoin de renouer ou mettre en œuvre l'engagement des collaborateurs. Et puis, pour vous, mesdames, pour vous, de réinventer son management pour qu'il devienne plus collaboratif, créer un terrain favorable, utiliser des leviers dans sa stratégie et les termes également de synergie et d'accompagnement et de projets clairs. Alors effectivement, tout ça que vous identifiez et que vous aidez les chefs d'entreprise que vous êtes à le cerner en prenant du recul, derrière, dans la partie qui est la mienne, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre de façon pratico-pratique, encore une fois, entre autres sur un petit spectre de tout ça, puisqu'effectivement, dans le quotidien qui est le nôtre, dans l'ingénierie sociale, c'est effectivement de constater que force du confinement, et surtout du post-confinement, tous les dirigeants que je rencontre le font le même constat, c'est une catastrophe pour recruter, et c'est même devenu une catastrophe pour fidéliser. Parce que c'est bien beau d'aller chercher des nouveaux collaborateurs, mais encore faut-il pouvoir peut-être commencer par garder ce qu'on a en place. Les raisons, elles sont depuis ce post-confinement exacerbées par d'autres points que sont les tensions sur le pouvoir d'achat qui remuent les marges des entreprises et qui effectivement nécessitent aussi de pouvoir lâcher du lest. Donc, comment pouvons-nous réagir quand on est pris dans cette étau entre augmenter les charges salariales et en même temps avoir les propres marges qui laissent l'exercice peut devenir un peu compliqué et surtout quel que soit le pourcentage d'augmentation que vous pourriez consentir à vos collaborateurs, c'est pas vie. Donc ça devient assez kafkaïen. Donc face à tout ça, la première question, je dirais, c'est sur ce plan-là, comment je peux me différencier de mes confrères, collègues, concurrents. Je n'ai pas de solution miracle, c'est pas parce que vous aurez mis en place des dispositifs à l'image de ceux qu'on va déployer tout de suite après, que vous allez avoir des queues et des files d'attente à la porte pour venir bosser chez vous. En tout état de cause, à niveau de rémunération équivalent, de job équivalent, peut-être que cette différenciation vous permettra d'aller dedans. Alors, je ferai le focus sur des dispositifs que vous connaissez peut-être déjà, les plans d'épargne, d'entreprise et les plans d'épargne de retraite collective, mais il me semble qu'aujourd'hui, et plus encore en ce moment, que l'accord d'intéressement me semble être l'excellent outil pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il va impliquer les salariés à l'atteinte des objectifs de performance que vous aurez déterminés en tant que chef d'entreprise. Bien évidemment, on en voit quelques exemples. Selon que vous êtes en transport routier, dans une société commerciale ou une société de production, vos problématiques ne sont pas les mêmes. Donc, l'avantage de l'accord d'intéressement, c'est qu'il est assez vaste et entre dans le champ du domaine des possibles, j'allais dire, nos limites. Il en est quand même quelques-unes qu'il faut encadrer, mais qui sont extrêmement vastes. L'autre élément, donc effectivement, on répondra aussi à ce management participatif collaboratif, puisque à travers les objectifs que vous aurez fixés, ce sera bien le flux de tout le monde et les collaborateurs pourront intérêt à atteindre ces performances. Pourquoi ? Parce que vous serez dans un jeu gagnant-gagnant. Vous aurez réalisé des économies, alors ce soit des économies, soit du développement d'activité, et effectivement, une partie de cette richesse supplémentaire créée, vous la redistribuerez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, vos salariés seront motivés, mobilisés dans ce sens parce que ils vont être acteurs et puis la vie est ainsi faite que vous avez côté carotte. On ne va pas se leurrer, si ça va bien, si on l'atteint, ça reviendra, il y aura une partie pour moi. Et puis effectivement, ce que j'aime dans ce type de dispositif, c'est que cet intéressement peut s'autofinancer. Vous avez mis des critères sur un développement d'activité par exemple, vous avez gagné X% de chiffre d'affaires, vous avez généré plus de rentabilité, vous en redistribuez tout ou partie à vos collaborateurs, quelque part, l'accord a fait ses effets, il a été intégralement financé par ce déploiement. Alors, en schéma qui peut faire un peu peur, qui est en synthèse, de voir ce qui commence à se matérialiser, c'est effectivement l'entreprise qui mettra par voie d'un accord, qui est un accord à durée déterminée, 1 an, 2 ans, 3 ans, le législateur, loi après loi, facilite, et j'ai lu dans les projets de loi pouvoir d'achat qu'il allait en mettre encore une couche sur le sujet, l'accord d'intéressement
d'intéressement, d'éventuels abondements. Et côté épargnant, ils pourront y faire aussi des versements volontaires. Et la monétisation de jours, on a rencontré aussi de cruelles difficultés de stock de jours de congés qui n'ont pas pu prendre les salariés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient confinés, ils étaient chez eux, et quand on a pu les remettre au travail, il fallait purger les congés, donc repartir chez vous, c'était un peu kafkaïen et suicidaire. Donc effectivement, il y a des stocks qui peuvent se monétiser dedans et leur permettre de se faire une épargne de long terme à travers deux réceptacles qui ont l'avantage dans les sociétés, dès lors qu'elles ne dépassent pas les 249 collaborateurs, ça laisse un peu de marge, de pouvoir distribuer une prime de 1 000 € à vos salariés, qui ne vous coûte que 1 000 €, je laisserai faire le calcul si vous l'exerciez avec des charges patronales, qui donnera 1 000 € aux collaborateurs et qui, s'ils le mettent dans un de ces plans réceptacles, passera à la trappe de la fiscalité. Merci beaucoup. Donc c'est effectivement intéressant. Alors il y a juste peut-être une question en réaction, parce que je vous signe un monsieur, ce sera la fin, mais c'est peut-être intéressant d'avoir tout de suite la question pour rebondir précisément. Donc je vais avancer avec vous. Avec plaisir. Bonjour, donc la question c'était sur l'accord d'intéressement. Est-ce que ça concerne aussi les petites entreprises? Parce que c'est vrai que j'avais posé cette question à mon expert comptable, j'ai pas eu de réponse très claire. Est-ce que si le dirigeant a la volonté de mettre en place un accord d'intéressement, il le peut ou il est soumis à une taille critique, en tout cas soumis à l'effectif? Alors c'est une excellente question et la réponse est oui. On parle de dispositif d'épargne salariale, oui, sous la seule et unique contrainte d'avoir au moins un salarié. Si vous êtes artisan tout seul à votre compte, vous êtes TNS, vous n'avez pas de salarié, non, ça n'est pas possible. Dès lors que vous avez un salarié, effectivement, le dispositif peut être mis en place. Les experts comptables, qui sont mes amis, mais parfois pas que, peuvent avoir, allez, on va dire qu'il y a la moitié qui ne sont pas à l'aise avec ces sujets parce que c'est social, parce que ce n'est pas forcément des très grands cabinets ou qui n'ont pas de personnes dédiées, qui ne vont pas se sentir très à l'aise et qui, là c'est humain, je ne leur en veux pas, vont avoir tendance à dire non, c'est plutôt pour les grosses boîtes, passez votre chemin, alors même que certains qu'on a eu l'occasion, avec lesquels on a eu l'occasion de travailler sur leur propre cabinet, ont bien évidemment compris les intérêts fiscaux et sociaux et de mobilisation de leurs web et qui en fait en deviennent nos principaux prescripteurs. Voilà, j'ai craint peut-être que le vôtre soit dans la première catégorie. C'était. Merci. Merci. Ah, il y a l'autre question qui file. C'est bien. Ça, c'est. Pour compléter ce qu'il a dit, en fait, si l'expert comptable ne met pas en place l'intéressement, c'est peut-être à cause du traitement qu'il faut faire. Et vu que ça prend beaucoup d'écriture, lui, il préfère les mettre de côté que de mettre à l'avantage de. Je ne saurais vous dire, monsieur Louis, je pense que c'est peut-être aussi une raison, puisqu'effectivement, les sociétés, selon leur taille, vont se défausser sur l'expert comptable. C'est une charge supplémentaire, je ne peux pas dire le contraire. Maintenant, et je ne suis pas venu pour faire la promotion de mon établissement, mais en tout cas encore moins celle de mes camarades confrères, dont certains sont ici, il est évident que le législateur, bon ça c'est comme le dit, le législateur a prévu effectivement de faciliter grandement. La preuve en est, c'est que dès lors que vous êtes une société qui comprend moins de 11 salariés, le premier accord d'intéressement, vous pouvez le mettre par voie d'octroi. Je, chef d'entreprise, et décider que, vous n'avez même pas à discuter avec vos salariés. Derrière, bien évidemment, il vous faudra un prestataire. Et encore une fois, quel qu'il soit, les prestataires ont tenu compte de la place que des gens sérieux. Ils pourront prendre en charge cette partie-là pour vous redonner toutes les informations à travers des reports d'activités de comptables, fiscaux, sociaux. Oui, il est évident que ce tableau, à un moment donné, votre expert comptable, il va bien falloir qu'il le fasse passer dans votre cabinet. Ça, on n'a pas le droit d'aller mettre le nez dans votre comptable. Mais en tout cas, on vous donne tous les éléments, il n'y a plus qu'à faire les jeux de lecture. Bonjour. Quel succès! J'enregistre le phénomène de l'intéressement pour essayer de garder ou d'attirer les employés. Mais on n'est pas sans savoir aujourd'hui qu'on est en manque quand même d'employés qualifiés ou non
j'apprécie l'intéressement, mais est-ce qu'il y a d'autres biais ou d'autres leviers pour pouvoir attirer un quelconque employé? On est à la recherche, on a passé des petites annonces partout. On est à la recherche de plusieurs alternants en commerce international. On a les deux offres. Alors, c'est un peu plus autre chose. On est à la recherche de menuisiers et on est à la recherche d'employés polyvalents. J'ose même pas vous montrer les CV parce que c'est du grand guignol. Et on a un turnover, je veux dire, dans l'entreprise assez infernal. Et ça devient problématique parce que même l'employeur se dit mais est-ce que ça vaut pas plus le coup de vendre et de garder un employé plutôt que de ne pas passer des nuits à dormir pour se demander comment on va exécuter le travail et les commandes du client. Elle est un peu longue la question, je suis désolé. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, hein, parce que là, je vais le redonner à mes petits camarades. Ça va mieux en disant. Juste un point par rapport à ce que vous disiez, monsieur, et dans le champ des domaines d'intervention, parce que je pense que les réponses à vos questions, c'est plutôt mes petits camarades qui auront des solutions. Néanmoins, sur l'aspect financier, il est évident qu'un collaborateur qui aujourd'hui fait le constat qu'en restant chez lui et avec les prestats qu'il touche, il a plus de pouvoir d'achat qu'en faisant 50 bornes avec sa bagnole au prix du gasoil, j'ai pas de solution. Là, et puis je pense que mes petits camarades n'en ont pas forcément beaucoup, elles ont plus des points, et là c'est plutôt du côté de l'Assemblée nationale que ça va se discuter. En revanche, je fais juste un constat. C'est du domaine du législateur. Donc ça, il y a cet aspect philosophique. En revanche, sur l'aspect effectivement pécuniaire, si vous me dites entre un salarié qui préfère rester au black ou un salarié qui préfère avoir un bulletin de paie, j'ai pas de solution. Et on n'en aura jamais. Mais il n'en demeure pas moins que parmi ceux qui auront envie de bosser, d'avoir une activité déclarée, parce que n'oublions pas que c'est bien beau, mais derrière, on a quand même le sujet des retraites, que ça, ce sont des éléments qui vont permettre de constituer un confort supplémentaire, si on peut parler de ça de confort, en tout cas par rapport aux retraites qui vont venir sur le tapis, et dont on sait pertinemment que ça ne va pas être glorieux. Vous avez le droit à la retraite en étant chômeur. Oui, mais sur la base de ce que vous avez touché. Le black, vous n'avez pas cotisé. Donc, voilà. Mais je pense que, encore une fois, l'une ou l'autre, je ne sais pas qui peut répondre par rapport aux attentes plus larges. Je pense que là, on va laisser Agnès, et Agnès va dérouler aussi la forme d'accompagnement qui peut être apportée aux dirigeants, justement pour que le dirigeant soit aussi accompagné sur ce qu'il peut mettre en œuvre au sein de son entreprise pour faciliter un petit peu les recrutements, pour voir comment attirer les nouveaux talents, comment fidéliser ses salariés. C'est tout ce que. Alors, c'est vrai, je le dis juste à l'introduction, mais Agnès avait commencé à parler de fidélisation. Si tu peux revenir sur le schéma. Voilà, donc on va revenir sur le schéma, effectivement. Sur l'accompagnement que l'on dispense chez Adobe, s'intitule Transformation managériale. On étudie tous les axes, tous les domaines qui ont rapport, une approche systémique du management, tout ce qui touche à l'humain dans l'entreprise. Donc, on commence par la stratégie, ensuite on étudie votre modèle organisationnel, vos pratiques managériales, vos critères de recrutement, vos pratiques de recrutement, l'aptitude au changement dans votre entreprise et aussi comment vous développez les compétences en interne. Tous ces éléments-là constituent l'approche de management qui va intéresser les collaborateurs. Ce n'est pas uniquement le salaire, pas uniquement les avantages, mais il y a eu des études qui ont été réalisées et notamment les jeunes générations, parce que je ne sais pas qui est-ce que vous ciblez dans vos candidatures. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Donc je prends les jeunes et les moins jeunes. D'accord. Et on organise des formations au sein de l'entreprise. D'accord, c'est bien. Donc en fait, selon ce que vous ciblez, ce que j'appelle la marque employeur, déjà, on regarde comment vous recrutez, quelles sont vos offres, qu'est-ce que vous proposez, la notoriété que vous avez sur Internet, parce qu'en fait, maintenant, la notoriété d'une entreprise se retrouve sur des sites avec des personnes qui sont parties, etc., qui donnent donc des notes aux employeurs. Ensuite, comment vous êtes organisé, quel est le type de management, les rôles, les missions de chacun, est-ce que chacun
c'est bien clair pour tous ce qu'ils ont à faire par rapport aux autres, etc. Quelles sont les pratiques, si c'est participatif ou si c'est vraiment un système hiérarchique à l'ancienne, vertical, avec du command and control, comme on dit. Et puis, éventuellement, le développement des compétences, ce que vous venez de mentionner, qui est de faire les formations en interne, et peut-être d'organiser la professionnalisation des équipes avec d'autres, de créer du lien entre elles, tout en mixant, peut-être avec d'autres systèmes de formation, pour garder aussi, capitaliser sur votre savoir-faire, etc. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses à étudier, donc l'idée c'est de voir, avoir une vue à 360 de comment est organisée votre entreprise vis-à-vis des ressources humaines et des compétences qui sont en interne pour votre entreprise. Merci Agnès. Et alors justement, vous avez au niveau d'ADOP un dispositif spécifique d'accompagnement qui permet donc aux dirigeants de bénéficier en fait, effectivement de séances à la fois individuelles et collectives. Voilà, donc c'est une espèce de ce qu'on appelle une photographie à 360 pour le diagnostic, je n'ai pas trop ce terme, pour évaluer un petit peu votre organisation. Ensuite, on identifie des axes prioritaires, on fait des préconisations et on construit un plan d'action selon ce que vous souhaitez faire. Bien sûr, ce n'est pas nous qui imposons quoi que ce soit, on est là pour avoir un regard un peu extérieur avec du recul et voir avec vous comment faire évoluer en fonction de votre stratégie, de votre vision, de la raison d'être de l'entreprise et de là où vous voulez aller. Donc, ce plan d'action peut être réalisé, encadré par des prestataires qui sont spécifiquement dans le conseil RH ou autre, selon vos besoins, et qui peuvent être financés par des dispositifs financiers régionaux de l'État. Donc ça, on y reviendra effectivement tout à l'heure sur les dispositifs que vous utilisez en termes de financement. Donc, à la fin d'ADOP, on va laisser la parole au cabinet Molière, Yosra. Est-ce que. Juste je termine sur le plan collectif, parce que ça, c'est la partie individuelle. C'est juste que quand je suis la gardienne du temps, je me dépêche. Individuelle et une partie collective qui vous permet donc de vous professionnaliser sur certains sujets qui vont ressortir dans les diagnostics, comme mettre en place des nouveaux modes de management, de nouvelles organisations, de nouvelles structurations organisationnelles, et vous pouvez partager votre expérience avec les autres de la promo, les autres entreprises de la promo et des promos précédentes pour partager leurs pratiques et l'expérience. Merci beaucoup Agnès. Donc effectivement on va laisser la parole à Yosra pour le cabinet Evolvia qui va nous expliquer le dispositif qui est proposé par Evolvia qui s'appelle Perspective. Bonjour à tous. Donc, pour répondre aux enjeux stratégiques RH et managériels des entreprises, donc, notre cabinet a développé le dispositif d'accompagnement Perspective en partenariat avec le MEDEF à Montpellier, Toulouse, Auch et Perpignan. Donc, Perspective est destinée aux dirigeants de TPE-PME en région Occitanie qui souhaitent s'engager dans l'innovation managériale pour consolider le développement de leur entreprise. Donc, pour résumer, si un dirigeant rencontre une problématique, que ce soit RH, managériale, organisationnelle ou sociale, et qui souhaite engager une dynamique d'intelligence collective dans son entreprise pour mobiliser ses équipes, il peut bénéficier de cet accompagnement. Donc, plus d'une 60aine d'entreprises ont été accompagnées en région Occitanie dans le cadre de ce dispositif qui se décline en deux parties. Comme celui d'ADOP, donc un accompagnement personnalisé plus un accompagnement collectif. Donc l'accompagnement personnalisé nous permet d'avoir en fait de prendre du recul en fait sur le quotidien. C'est hyper important pour avoir une vision plus claire et plus réaliste de l'état de l'entreprise. Construire un management qui soit aligné avec l'ADN de votre entreprise et surtout qui a du sens, parce que c'est ça l'innovation managériale, il faut qu'il y ait du sens derrière ce modèle de management. Et après, de structurer votre organisation pour répondre aux enjeux de croissance de
votre entreprise. L'accompagnement collectif, donc c'est 5 rencontres sur l'année, donc des rencontres entre dirigeants, autour de thématiques autour de l'innovation managériale. Il vous permet d'échanger entre vous, de vous partager des retours d'expérience, mais surtout de vous oxygéner, surtout et sortir encore une fois du quotidien pour voir et découvrir d'autres pratiques qui se font du coup dans d'autres entreprises. Voilà. Merci beaucoup Yosra. Donc, on vient de vous présenter deux dispositifs d'accompagnement auxquels vous bénéficiez. Maintenant, je me doute que vous posez la question, mais ça va me coûter combien? Donc, il y a des dispositifs effectivement qui existent pour pouvoir financer ces accompagnements. Donc, on va vous faire un petit topo sur les dispositifs existants. Alors, notamment Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous parler de la prestation de conseil RH qui est proposée par l'adresse Occitanie et en lien avec les OPCO. Voilà. Tout à fait. Donc, depuis quelques années, la directe, qui s'appelle maintenant l'adresse, finance les accompagnements PCRH, prestations de conseil RH. Ça prend en charge 50% des accompagnements des consultants, des cabinets comme nous, sur toute l'Occitanie, il y en a une 60aine, qui développent ce type d'accompagnement. Depuis 2021, l'adresse a créé des partenariats et des conventions avec les OPCO. Et donc, l'OPCO va avoir des enveloppes supplémentaires et abonder de 50% supplémentaires donc ces accompagnements. Ce qui fait qu'au total, nous, depuis 1 an et demi, on peut aller jusqu'à 100% de prise en charge des accompagnements. Je rassure aussi les entreprises, c'est que ces fonds OPCO sont des fonds qui viennent de l'adresse et non pas des fonds collectés par l'entreprise. Donc on a vraiment au sein du cabinet un service dédié à l'ingénierie financière. Donc dès qu'il y a un montage de dossier à faire, évidemment on a une personne qui est dédiée qui va vous aider à faire ce montage financier. Il n'y a même pas d'avance de trésorerie à faire puisqu'en fait les opérateurs financiers nous règlent directement les prestations. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va laisser la parole à Agnès qui va nous présenter les dispositifs régionaux justement qui permettent en principe de financer des accompagnements. Donc, le BAS RH et le contrat RH. La région Occitanie met à disposition également des dispositifs financiers. Le PASRH qui est en fait une subvention de 3 demi-journées qui permet de faire un diag, un plan et un suivi pour pouvoir travailler sur les enjeux RH, vous donner des clés pour réaliser vos projets et identifier des ressources mobilisables. Donc, en fait, c'est une sorte de pré-diagnostic en 3 demi-journées et qui est donc subventionné à 100% par la région Occitanie. Le contrat RH lui finance des prestations de conseil dans le cadre d'un accompagnement au changement. Donc c'est une subvention à 50% des prestations de conseil jusqu'à 20 000 euros. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une assiette de 40 000 euros de prestations et 50% seront procédés par la région. Voilà, donc des solutions effectivement de financement qui existent pour que vous puissiez mobiliser des dispositifs d'accompagnement individuels et collectifs. Ensuite, on va plus classiquement rentrer dans possiblement des prêts long terme, parce qu'aujourd'hui, les banques nous proposent des gammes de prêts spécifiques. Donc là, je vous laisse reprendre la parole. Merci. Alors vous avez vu dans le domaine qui est plus le mien de l'ingénierie sociale, effectivement les accords d'intéressement peuvent s'autofinancer intégralement. Pour monsieur, j'évoquais aussi, je réfléchissais en même temps des interventions précédentes, qu'il y a aussi de bons contrats mutuels, de bons contrats de prévoyance qui font aussi partie de cet accompagnement. Effectivement, on n'a jamais envie d'être malade, on n'a jamais envie d'envisager qu'on puisse avoir un accident un peu grave. Il est évident que les salariés, les futurs salariés à 20-30 ans s'en moquent un peu, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. De façon plus académique, donc effectivement en qualité de représentant bancaire, c'est moi qui m'y
agricole, mais effectivement, vous avez bien compris que là, c'est un peu moins ma tasse de thé, mais au niveau du CIC, nous avons décliné des offres de prêt, effectivement, les banques sont prêtes, mais spécifiques pour tel type de transition que peuvent être énergétiques, numériques, RSE ou industrielles, ouvertes à toutes celles et ceux qui sont bien évidemment clients ou prospects à devenir clients, dans le cadre d'études, on ne va pas les détailler là, individualisées au regard des besoins et des attentes que vous auriez les uns les autres dans vos projets de transformation et de transition. Merci beaucoup. Alors, du coup, pour que ça soit peut-être un petit peu plus illustré, Yosra va nous faire part d'un témoignage d'entreprise qui a été accompagné par le cabinet Volga. Yosra, je vous laisse la parole. Ah, il y a une question. Attendez, j'arrive avec le micro, ça sera plus pratique. On vous entend pas, sinon. Est-ce que les sénateurs ont droit au même accompagnement? Je suis très intéressé par les Je vois ça, ouais, il n'est pas de ma famille. Non, c'est plutôt positif. Au fait, je voulais que vous puissiez nous parler un peu de certains produits de la banque qu'on peut mettre à disposition des salariés. Par exemple, la prévoyance ou d'autres points que vous avez à disposition. Oui, dans le champ des interventions, dans la partie, je voudrais encore une fois, si vous voulez, alors je peux vous en toucher un mot très rapide, encore une fois, mais on pourra avec plaisir en discuter après si vous le souhaitez. Bien évidemment, dans le champ de l'ingénierie sociale, j'ai parlé de l'épargne salariale, mais pas que. J'aurai aussi des titres restaurants. C'est couillon, mais c'est un des produits les plus cités par les Français. C'est un acquis social. C'est aussi la possibilité, pour faire simple, de distribuer 100 balles de pouvoir d'achat par mois, par jour ouvré, 5 € à la charge de l'entreprise, sans charge sociale, sans impôt. Là aussi, ça différencie. Évidemment, un contrat de prévoyance, un contrat de santé. Quand vous avez une bonne couverture, je vois que vous portez des lunettes comme moi, selon vos symptômes, vous pouvez avoir des restes à charge qui sont quand même franchement lourds à absorber. Oui, ça fait partie d'éléments différenciants dans votre entreprise. Merci beaucoup. Donc, du coup, on reprend, Yosra, une illustration d'accompagnement réalisé par Evolia pour avoir un cas concret. Oui. Donc, pour le témoignage, on a choisi un client qu'on a accompagné cette année. C'est une entreprise du bâtiment qui a à sa tête 3 associés et une trentaine de salariés entre chantier et bureau. Donc, ils ont doublé leur chiffre d'affaires en une année et renforcé leur équipe assez rapidement pour répondre aux enjeux de développement. Donc, qui dit plus de collaborateurs, dit forcément plus de problématiques RH et un besoin évident en fait de manager. Donc, le dirigeant nous a sollicité pour former 3 chefs de projet pour qu'ils puissent, en fait, l'idée c'est qu'ils puissent en fait manager les équipes au niveau des chantiers. Donc, on l'a rencontré pour la première fois pour étudier ce besoin et du coup, on s'est rendu compte que la problématique ne venait pas forcément du manque de compétences en fait, de ces 3 chefs de projet, mais plutôt en fait d'une organisation qui n'est pas cohérente avec le potentiel de développement de cette entreprise. Donc, on lui a proposé l'accompagnement par perspective, qu'il a accepté, et on l'a aidé aussi à la mise en place du dossier de financement, donc avec le co-constructif et l'adresse. Il a eu 100% de prise en charge du dossier. Donc, on l'a accompagné sur une période de 6 mois avec des réunions de travail. Donc, ça commence par un diagnostic stratégique forcément. Donc, on s'est entretenu avec l'équipe dirigeante et les collaborateurs, tous les collaborateurs. Donc, pour avoir une photo de l'état de l'entreprise et identifier les leviers prioritaires d'action. Ensuite, on l'a accompagné à définir l'ADN de son entreprise. Et du coup, il a réalisé en fait que tout était lié à la fierté de faire du bon travail. Et donc, c'est ce qu'il partage en fait avec ses associés et aussi avec ses collaborateurs. Donc, on s'est basé sur ça en fait pour construire le modèle de management de cette entreprise, revoir l'organigramme en fait de l'entreprise pour répondre aux enjeux de développement, parce qu'il faut qu'il y ait du changement en fait, pour qu'il puisse tenir les enjeux de croissance. Et aussi, en fait, on a redéfini et revu en fait le périmètre des 3 associés, parce que du coup, ils étaient les 3 hyper investis au niveau des chantiers pour compenser le manque de management du coup, au niveau des chantiers. Donc ensuite aussi, on a mobilisé les équipes autour d'un projet clair qui est l'entreprise de demain. Voilà. Donc après, on a identifié avec lui la clé en fait pour pouvoir
pouvoir stabiliser le fonctionnement de son entreprise. Et du coup, c'était de recruter un conducteur de travaux qui va pouvoir gérer la production et à la fois manager les équipes au niveau du chantier, parce que pour manager les équipes au niveau du chantier, il faut une personne qui comprenne le chantier, qui soit proche des ouvriers pour qu'ils puissent les manager. Voilà. Donc après, globalement, les points forts de l'accompagnement, c'était principalement ce discernement-là, l'aide au discernement au début, pour savoir qu'est-ce que je fais. Ensuite, l'aide à la prise de décision au niveau du recrutement, donc la définition du poste, voilà, comment ils cherchent. On a accompagné aussi à trouver, par exemple, à trouver les bonnes personnes et les bons contacts en fait, pour pouvoir trouver et recruter en fait, ce conducteur de travaux, comme la PEP par exemple. Et ensuite, du coup, le point fort aussi, c'est de mobiliser les équipes en intelligence collective dans l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Donc du coup, là maintenant, c'est le moment d'échange. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous souhaitez des précisions, on est C'est pour vous. c'est pour Ah, monsieur, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est pour cette dame. Vous avez rigolé, c'est que moi j'ai été employeur. Donc cette question me touche à cœur et c'est la raison pour laquelle j'ai patienté pour assister. Et c'est uniquement pour vous, bien au contraire, je voulais apporter moi mon expérience salariée avant et aussi avoir bénéficié de votre expérience en tant que personne placée de l'autre côté. Et moi j'ai un mot qui me tient à cœur, c'est épanouissement. Je pense que c'est le mot qui serait adapté à chaque salarié. Et jusque-là, je n'ai jamais eu de réponse concernant ce qui permet à ce qu'un salarié soit complètement épanoui à son poste. Et c'est une question que j'aimerais vous poser. Même si on ne trouve pas la réponse maintenant, peut-être pour les prochaines fois, nous avons une petite ajuste. Moi, j'ai très envie de répondre. Oui, parce que c'est le cœur de notre métier, c'est de définir, c'est vrai, avec le dirigeant, on l'a vu, c'est lui qui initie. Mais c'est vraiment l'épanouissement, c'est certes la rémunération du salaire à sa juste mesure, mais adapté au champ de compétences, adapté à son champ d'investissement, son champ d'engagement, le salarié. Mais c'est vraiment faire exprimer cette valeur ajoutée, le faire challenger, le faire partager avec les autres et qu'en collectif, on arrive à faire peut-être pas forcément des exploits, mais en tout cas à pérenniser l'entreprise et être ce sentiment de fierté. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aussi dans l'entraide dans les entreprises. Il y a beaucoup de notions et de valeurs qui sont définies au départ des missions dans l'ADN et dans le diagnostic et que les gens repèrent. Et c'est autour de ça que va finalement se souder les équipes. Donc l'épanouissement, c'est le maître mot. Si les dirigeants acceptent des accompagnements tels que ce qu'on vous avez dit cet après-midi, c'est qu'en fait, il y a cette réelle sensibilité à cet épanouissement et à créer la valeur ajoutée avec eux. Merci. Bien concret. Oui. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous leur avez demandé ce qu'ils les ferait s'épanouir? Je parlais de mon cas. En tant que salarié. Je ne sais pas, la question c'était sur quoi? Moi, c'était. Je pense qu'elle a su. Madame a su répondre à la question. En fait, la question c'était. C'est vrai que l'épanouissement est le maître mot du salarié en quelque sorte. Et qu'est-ce qui peut conduire à l'épanouissement? Parce que je peux donner l'exemple de Google par exemple, tous les grands groupes qu'on connaît, ils disent que le mieux c'est de laisser les gens travailler comme chez eux. Oui, je vous retourne la question, c'est bien ça, que ce soit vous ou quelqu'un dans votre entreprise. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous épanouit? Est-ce que vous avez, vous, identifié Exactement. Pour moi, rendre heureux un salarié, c'est d'abord qu'il puisse avoir ce sentiment d'identification, qu'ils se sentent concernés par l'entreprise. Que l'entreprise soit comme son enfant, son bébé, autant que l'entrepreneur ou le chef d'entreprise. Oui, mais en fait, on ne peut pas vraiment généraliser.
chaque salarié va être épanoui par quelque chose de différent. C'est ce que je dis. C'est pour ça que j'ai posé la question pour savoir, en fait, parce que moi, perso, en ce qui concerne mon expérience personnelle, j'ai pu trouver à peu près ce qui me permettait d'être épanoui. Mais pour les autres salariés, pour un groupe par exemple, vous savez, chacun, parce que vous avez parlé de suivi individualisé. Et moi, pour moi, je trouve que c'est bien. Et pour apporter un petit sel à votre sauce, c'est de vous parler de ça pour que ça puisse vous aider à réfléchir pour les prochaines fois. Je pense que vous se fait comprendre. C'est plutôt un apport que quelque chose pour faire. En tout cas, selon la taille des entreprises, les ateliers en intelligence collective, ça peut être tout à fait une thématique abordée. C'est-à-dire que dans un volet RH, si même à une petite dimension, on n'a pas besoin d'un service RH ou une DRH dans chaque entreprise, mais ça peut être un fil conducteur de l'année, par exemple, on se dit, cette année, le fil conducteur, ça va être l'épanouissement. Et bien, on se questionne ensemble, en équipe, et ça peut être un projet en intelligence collective, par exemple. Et même, pour ajouter, excusez-moi, j'ai bien on peut aussi mettre en place, par exemple, une boîte aux lettres. Oui, des boîtes à idées. Où chaque salarié peut venir, même de façon anonyme, mettre des suggestions, des trucs comme ça. Alors, de toute façon, pour aller plus loin, là, justement, vous avez l'ensemble des intervenants qui sont listés avec les coordonnées, si vous souhaitez échanger de manière plus individualisée. Après, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser qui peuvent bénéficier au collectif? Je suis d'accord avec vous au niveau collectif de discuter avec d'autres chefs d'entreprise sur les problèmes de chefs d'entreprise, que c'est apporteur d'idées et puis de solutions. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais on est obligé de prendre aujourd'hui différents actions comme suite au Covid, où les gens ont pris conscience que, surtout par exemple dans le domaine de la restauration, que ce qu'ils gagnaient, quand on leur disait gentiment, mais vous gagnez 1500 € net par mois, mais on oubliait de leur préciser que c'était pour 42 heures, donc ça faisait un SMIC, donc c'est ce qui était nul, qu'ils n'avaient pas de soirée, qu'ils n'avaient pas de vie, de famille. Donc aujourd'hui, il y a quand même des gens qui se sont retrouvés dans différents milieux, différents métiers, avec sans vie de famille, sans pouvoir d'achat, mais qui ont décidé de se reconvertir. Mais on ne peut pas prendre forcément n'importe qui en tant que chef d'entreprise à n'importe quel poste. Je ne peux pas prendre un barman en tant que menuisier. Je suis désolé pour lui, mais il y a des limites. Donc on est obligé de prendre ces paramètres en ligne de compte. Et aujourd'hui, au niveau des... il y a énormément d'offres d'emploi et on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de réponse à ces offres d'emploi, où elles sont complètement... elles ne correspondent pas du tout à l'offre. Est-ce que vous avez une solution ou est-ce que vous avez un accompagnement spécial pour ça? Là, on reboucle avec le début, c'est-à-dire la question sociétale et toutes les transformations qu'a indiquées Agnès au tout début de la rencontre. Après, il faut faire, je pense, du sur-mesure. Certes, il y a la politique nationale, etc. Mais déjà, si vous arrivez dans votre entreprise à clarifier votre projet, à monter une équipe projet, c'est-à-dire vous montez avec la compétence que vous attendez et vous les mettez ensemble pour finalement réaliser ce projet d'entreprise et cette dynamique de chiffre d'affaires. Ça comprend le volet économique, hein. Mais déjà, si chacun agit à son niveau, c'est déjà énorme. Mais la société, on ne peut pas passer à travers, elle est en train de se transformer, elle est en train de muter, et que les conditions de travail, la qualité du travail, tout ce qui va concerner cette valeur qu'ont les humains à travailler ensemble, c'était un petit peu le mot de la fin, mais c'est exactement ça, c'est pour se singulariser, pour se développer, il
faut vraiment que l'entreprise elle joue collectif. On ne peut plus travailler avec un dirigeant à la tête et quelque chose qui est très très vertical. Il faut que ça soit l'ensemble qui soit priorisé. Ça c'est sûr. Peut-être aussi parce que là, en fait, c'est une problématique, on va dire, assez généralisée pour le secteur de la restauration. Donc, c'est pas que pour vous, en fait, il y a d'autres restaurants qui vivent la même situation. Mais, ah, d'accord, je pensais ça. Mais par exemple, si on prend la restauration, si on prend la restauration, par exemple, un restaurant qui a du mal à recruter, voilà. Donc, peut-être, à ce moment-là, en fait, il faut passer du mode, en fait, résilience, comme on le dit nous, en fait, comment agir suite à un traumatisme, mais plutôt par rapport au Covid, mais plutôt être beaucoup plus sur le côté vision et revoir peut-être tout le modèle, en fait, de l'entreprise, prendre un peu plus de hauteur, voir un peu plus loin et revoir le modèle, en fait, peut-être trouver d'autres clés, en fait, pour pouvoir se développer, parce que c'est ça l'objectif, et derrière, petit à petit, peut-être le modèle au niveau du recrutement, peut-être qu'il y aura des aides, des outils, on ne sait pas, mais peut-être aussi prendre le temps, en fait, de voir au niveau du développement et de la vision, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, en fait. Où est-ce qu'on peut se développer ailleurs, peut-être. Effectivement, voilà. Donc ça, c'est si on prend de la hauteur. Voilà. Après, la problématique aussi vient des changements de comportement, notamment de la jeune génération, ce qu'on évoquait au début de la conférence notamment. Par exemple, sur la restauration, aujourd'hui, les restaurateurs, et donc, voilà, peut-être tout le monde le sait, mais ce qui marche en restauration, c'est de recruter via TikTok, par exemple. Via TikTok, qui est un réseau social qui est exclusivement dédié aux jeunes. Précédemment, aucun restaurateur ne pensait que via TikTok on pouvait faire le recrutement. Aujourd'hui, les attentes des jeunes, c'est aussi d'avoir des offres d'emploi via leur créneau, via leur réseau qu'ils consultent. Donc c'est vrai que ça nécessite beaucoup d'adaptation de la part du dirigeant, parce qu'il faut aussi que lui s'approprie la technicité numérique, l'utilisation de ces réseaux. Ça vient en complément de tout le reste, de tout ce qu'on vient d'évoquer. Mais la transition sociétale fait qu'aujourd'hui, on est tous confrontés à des changements auxquels il faut qu'on s'adapte. Si je peux apporter un témoignage aussi, effectivement, cette aptitude au changement, le fait de faire les choses différemment. Jusqu'à présent, on allait chez Pôle emploi, après, etc. Voilà, j'ai accompagné une entreprise la dernière promo. Le jour du lancement, il a dit « Aidez-moi, je cherche à recruter 5 personnes d'un coup, je voulais faire des vagues de recrutement de 5 personnes qui l'auraient formé, et ensuite ces 5 personnes auraient formé les 5 personnes suivantes, etc. Dans la transition énergétique. Donc c'est un secteur porteur, et c'était le lancement de son entreprise qui était conditionné au recrutement de ces personnes. Et donc ça faisait 4 mois qu'il était chez Pôle emploi, qu'il avait proposé 4 CV qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'il recherchait. Voilà, donc on a pris son entreprise, on a regardé au niveau systémique. Déjà, on a commencé aussi par ses annonces qui étaient très, très classiques. Voilà, donc en fait, il faut marketer des annonces. Vos zones d'emploi, il faut qu'elles s'adressent. C'est comme pour vendre un produit finalement. Vous vendez votre entreprise aux collaborateurs que vous souhaitez embaucher. Donc en fait, il faut rendre l'entreprise désirable et pas uniquement. Il faut que ce soit vrai aussi, parce que tout est vérifiable. Ensuite, donc, on a retravaillé l'offre. On a mis l'offre sur des sites qui étaient donc visités par sa cible, qui étaient donc des sites sur l'environnement. Et en 2 semaines, il a eu 80 candidatures, alors qu'il en avait eu 4 non qualifiés sur 4 mois. Donc, il a également travaillé son discours, il a rendu l'offre vraiment attractive. Il y avait effectivement des avantages, mais on les a mis en avant. Il a mis aussi le management, il a mis la vision, la raison d'être de la boîte, pourquoi ils faisaient ça, quel était le sens de leur job. Et ça a vraiment parlé, notamment les gens dans l'environnement sont très réceptifs à ce genre de message.
Donc voilà, il a eu 80 candidatures. Et alors, pareil, il n'était pas ni sur LinkedIn, ni sur rien du tout, sur aucun réseau social. Hein. Il passait par l'emploi, qui n'est plus adapté non plus à ce genre de choses. Et voilà, et la fois suivante, donc là, il a embauché ses 5, il les a formés, il a relancé un recrutement. Cette fois-ci, il a fait une super annonce, super top, où j'ai eu une base de pouvoir. L'élève des bases de maître. Et voilà, et à chaque fois, il recrute. Donc, il n'y a pas de fatalité. Hein, il faut simplement prendre du recul. Oui. La fatalité existe. Ça, je veux dire. Oui, on peut essayer. On peut en parler on peut en parler après. Je veux dire, avec plaisir. Ensemble, je veux dire. Oui, moi, je peux vous expliquer. Il y a des conditions difficiles. Il y a de la fatalité. Il y a un moment donné, on se dit, là, on dit rien, c'est pas possible. Là, voilà, quand vous allez dire. Aujourd'hui, là, sur 6 personnes à l'atelier, il est tout seul. J'en ai qu'un. D'accord. Vous avez 6 personnes. Sur 6 personnes, sur 6 employés. C'est l'absentéisme. D'accord. Non, il n'y a pas d'absentéisme. Il y en a un qui est incarcéré. Ça, c'est la fatalité, je suis désolé. Alors après, c'est là, on vous voyez, personnel. Tout ça, c'est des questions de pas de chance. Bien sûr. Vous savez, les gens qui viennent nous voir, qui disent bah, finalement, moi, les héros, j'en ai marre, et je me casse en Bretagne. Et vous pouvez proposer des tickets restaurants, la prévention, une prévoyance et tout ça, et il n'en a rien à faire. Vous voyez, quand vous en avez un deuxième, un mois après, je lui dis non, mais moi, je veux aller en Gironde. Excusez-moi, moi je parle de fatalité. Oui, après, bon voilà. C'est un peu. Voilà, et je suis pas. Des fois c'est des périodes, hein, le soir ça change. Après, c'est des périodes. Il y a certaines périodes, pas de chance. C'est comme ça. Mais je ne désespère pas. Non, mais c'est vrai que les nouvelles générations sont beaucoup moins fidèles que les précédentes. En tout cas, ce qu'on a voulu vous proposer aujourd'hui, cet après-midi, c'est justement vous faire connaître ces petits accompagnements. Et surtout leur financement, puisqu'on est dans ce thème aujourd'hui, Transition Invest, et que ces financements existent par la région, par l'État, par les banques qui se penchent vraiment sur ces questions sociétales. Donc ça prouve quand même cette dimension et cet intérêt à l'humain dans les entreprises. Et savoir que le management est vraiment la clé du développement. Et parce que voilà, aujourd'hui, tout est financé et tout est finançable. Donc ça, il faut le faire connaître, il faut le faire savoir, et c'était un petit peu notre mission cet après-midi. C'est très bien, et ça mériterait en effet de venir. Merci. Voilà. Merci, mais si vous voulez qu'on discute. Alors, effectivement, nous sommes ravis que vous soyez tous là.